Tokimeki. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a un bon bout de temps déjà, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions que vous aviez sur la traduction de manga. Je vais donc y répondre dans cette vidéo. Attention, ça concerne uniquement la traduction de manga et pas le métier de traducteur en général. Si ça vous intéresse, j'en parlerai sur ma chaîne secondaire. Avant de regarder cette vidéo, si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à aller voir la première partie déjà disponible qui concerne le processus de traduction. C'est parti. Pourquoi tu as commencé à traduire des mangas? Je voulais me lancer à temps plein en tant qu'interprète du japonais au français. Malheureusement, un mois après que j'ai lancé mon auto-entreprise, il y a eu le confinement en France et donc très peu d'opportunités d'interprétation, mis à part des réunions professionnelles sur Zoom. Au même moment, il y a eu un énorme boom du manga en France, donc j'ai utilisé mes compétences pour faire de la traduction littéraire. Combien de temps prend la traduction d'un tome? Mon premier jet est terminé entre 2 et 4 jours, ça dépend de l'intensité du tome. Si c'est un manga qui fait plus de 200 pages, je mets 5 à 6 jours. Si c'est un manga entre 150 et 180 pages, je dirais que je mets entre 3 et 4 jours. Après, il y a des séries qui sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. J'ai déjà traduit un manga dont le tome moyen faisait 130 pages, qui était beaucoup plus compliqué qu'un tome de 250 pages, tellement il y avait de textes et de références à adapter. Je dirais que la traduction brute d'un tome me demande entre 20 et 30 heures de travail. Ça compte pas les différentes relectures, la création du glossaire, les recherches pour le tome. T'a-t-on déjà demandé de traduire un manga depuis la version anglaise? Jamais. Je sais que ça se fait chez certains éditeurs pour les romans, par exemple. Plutôt que de prendre un traducteur du japonais au français, ils vont prendre un traducteur de l'anglais au français et traduire depuis la version anglaise. Mais à ma connaissance, ça ne se fait pas dans le domaine du manga. Franchement, à notre époque, je trouve que c'est une honte de passer par une traduction intermédiaire quand il y a des traducteurs du japonais ultra qualifiés. À quelle fréquence utilises-tu des dictionnaires pour t'aider dans tes traductions? Actuellement, je peux traduire un tome sans regarder dans le dictionnaire, mais il y a des séries qui touchent à certains sujets particuliers, comme le bouddhisme par exemple. Dans ce cas-là, je suis obligée de regarder dans un dictionnaire et je privilégie les dictionnaires monolingues. L'avantage des dictionnaires monolingues, c'est qu'ils donnent beaucoup plus de synonymes, ils détaillent les origines du kanji, des expressions, et ça donne beaucoup plus de pistes pour adapter en français. Plus que des mots de vocabulaire ou des expressions, c'est vraiment les références culturelles que je vais aller chercher. Il y a des mangas qui sont plutôt simples à traduire au niveau de la langue, mais qui ont 30 références culturelles ou historiques spécifiques au Japon par chapitre, et donc pour bien traduire, il faut faire des recherches. Es-tu toujours d'accord avec les modifications des correcteurs? À moins que ce soit un changement minime, par exemple changer un mot par un synonyme, ou qu'ils soient en retard très à la bourre sur le planning d'impression du tome, il y a très peu de correcteurs qui font de gros changements sans demander l'accord du traducteur. La communication est très importante, s'il y a une phrase qui leur paraît confuse, on en discute, je propose des alternatives, c'est toujours constructif et c'est un vrai travail d'équipe. Est-ce que tu traduis tous les genres de mangas? Je refuse les mangas de sport parce que je maîtrise pas du tout le sujet et que ça m'intéresse pas. Évidemment, j'ai des préférences, je préfère certaines séries plus que d'autres, mais dans l'ensemble, je crois avoir traduit tous les types de mangas, même les érotiques. Est-ce que le manga est censuré ou modifié durant la traduction? Mon travail est de rester fidèle à l'œuvre, donc les modifications ne sont jamais faites par le traducteur. S'il y a un passage que je trouve un peu tendax, je vais le traduire tel quel, et dans mon mail à l'éditeur, je vais préciser à cette page-là, attention à ce moment-là. Tout ce qui est censure, ou en tout cas ajout d'un avertissement à la première page du tome, ça c'est des décisions qui sont prises par l'éditeur en fonction du public cible de la série. Comment est organisée la rémunération? Ça dépend du projet et des maisons d'édition, certaines nous paient à la page, d'autres au forfait, selon le nombre de pages du tome ou de la difficulté de la série. Combien es-tu payé? Le moins cher que j'ai été payé c'était 500 € par tome, et le mieux payé c'était 1200 € par tome. Attention, parce que c'est la rémunération brute, donc ça prend pas en compte toutes les taxes et les cotisations qu'on doit payer en France. Faut aussi savoir que ce prix comprend la traduction, le glossaire, les recherches, les différentes lectures, les échanges avec l'éditeur. Donc même si un prix vous paraît correct au premier abord, en fait quand vous faites le ratio temps passé sur le tome et rémunération, vous vous rendez compte que c'est très peu. C'est pour ça qu'on est obligé d'enchaîner ou d'avoir plusieurs projets en même temps. Si vous êtes débutant dans le métier, attention à ne pas vous faire avoir par les clients ou les studios, et signez tout le temps un contrat. As-tu déjà raté un test de traduction? Ah oui, plein de fois et pour plein de raisons différentes. Des fois j'étais pas en forme et j'ai fait de la grosse daube et plein d'erreurs d'inattention. Des fois mon style ne convenait pas à l'éditeur pour la série qu'il me proposait. Selon la personne qui corrige, elle sera plus ou moins exigeante sur certains points, donc faut prendre en compte les commentaires constructifs, le reste on s'en fiche et puis on avance. Est-ce que tu touches des droits d'auteur sur tes traductions? La traduction littéraire est un domaine qui est protégé par le droit d'auteur. Malheureusement tous les clients ne le respectent pas forcément. Après, à moins de faire une
série qui se vend énormément, c'est très rare de toucher des droits d'auteur, mais il se peut qu'une série gagne en popularité des années après votre traduction, si elle a un animé de qualité, une série télé, un jeu vidéo, etc. Et puis il est important de protéger votre travail. Donc encore une fois, si vous êtes débutant, signez des contrats. C'est pas trop dur de traduire des antagonistes ou des personnages qui disent des choses horribles. J'adore ça. En plus, je peux les détester avec les lecteurs. N'es-tu pas trop affecté par les sujets difficiles qui peuvent être abordés en manga? Si, ça m'arrive. Il y a des scènes qui font écho à des expériences personnelles passées, qui sont émouvantes, effrayantes ou qui me mettent hyper mal à l'aise. Mais étrangement, ça m'aide beaucoup pour la traduction. Je me dis que si je ressens ça, le mangaka a fait du bon boulot. Il faut absolument que je fasse de mon mieux pour que les lecteurs français ressentent exactement la même chose que moi. N'as-tu pas peur que ton métier disparaisse à cause de la traduction automatique? Alors, ça va être long. Ce qui m'inquiète, c'est pas que l'IA soit meilleure que nous, parce qu'elle l'est pas. En fait, j'ai peur que la volonté des sociétés et des maisons d'édition de toujours produire plus vite pour se faire un max de thunes rencontre la volonté des lecteurs de consommer plus vite quitte à perdre en qualité. Le problème de l'IA, c'est qu'elle n'est pas utilisée pour aider les traducteurs, mais pour réduire les coûts. Beaucoup d'agences et de maisons d'édition veulent réduire leur budget en faisant traduire automatiquement leur œuvre et en faisant corriger ces traductions à des traducteurs expérimentés pour des cacahuètes. Or, réviser une traduction automatique prend beaucoup plus de temps que de traduire un texte directement. Et quand je dis que ça va beaucoup plus vite, c'est pareil dans tous les domaines. J'ai du mal à comprendre pourquoi ce sont toujours les prestataires qui doivent subir ce genre de décisions désastreuses. En plus, ça n'a aucun intérêt pour les maisons d'édition, parce que si vous publiez 30 mangas médiocres, mal traduits, mal relus par mois, les lecteurs vont forcément s'en plaindre, la maison d'édition perd en crédibilité et les lecteurs auront beaucoup plus de mal à se dire tiens je vais acheter ce tome qui vient de sortir et ils vont prendre de l'occasion. Il y a déjà eu des cas où des maisons d'édition étrangères ont utilisé l'IA pour traduire des tomes de manga et des light novels et ils se sont fait démonter sur les réseaux sociaux. À quoi bon acheter un tome traduit par un robot? Autant acheter la version originale et le traduire soi-même. Résultat, ces éditeurs ont dû retravailler la traduction avec de vrais professionnels, les tomes imprimés ont dû être corrigés et réimprimés, bref c'est une perte d'argent monumentale. Attention, je ne dis pas que tous les traducteurs humains sont parfaits, on peut faire des erreurs, mais c'est justement pour ça qu'il est important de payer correctement toutes les personnes qui travaillent sur un tome. Quand tout le monde travaille dans de bonnes conditions qui permettent de passer plus de temps sur un tome pour le peaufiner, la qualité est au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, moi je garde espoir parce que la traduction c'est pas juste copier-coller des mots d'une langue à une autre, c'est transmettre des émotions, des intentions, des nuances culturelles. L'IA, elle peut pas reproduire le ton des personnages, elle sait pas recréer des jeux de mots et elle sait pas adapter les références culturelles. Elle ne vit pas d'expérience humaine et l'humanité est pour moi ce qui fait la richesse d'une bonne traduction. Je pense qu'il y aura toujours des mangaka, des maisons d'édition, des lecteurs qui valoriseront une traduction faite avec soin, avec une vraie âme. Quand toutes les traductions générées par des machines se ressembleront toutes et qu'elles auront perdu de leur saveur, les lecteurs reviendront chercher l'authenticité d'un traducteur humain. Je pense même que ça deviendra un argument de vente. Cet éditeur n'utilise pas d'IA. En fait, le travail des auteurs et des traducteurs est profondément lié à l'humain. Et je pense que tant qu'il y aura des histoires à raconter et des émotions à transmettre, on aura notre place. Est-ce que tu n'as pas peur de faire perdre du sens ou de mal retranscrire l'idée de l'auteur? J'essaie au maximum de retranscrire l'œuvre telle qu'elle est, pour moi ça fait partie intégrante du métier. Forcément il y a un peu de subjectivité parce que on n'est pas dans la tête d'un mangaka et que quand on lit une œuvre on la comprend d'une certaine manière selon nos expériences passées. Mais quand je doute, je demande à d'autres gens, encore une fois je suis pas la seule à travailler sur un tome. Quand je pense avoir mal compris, je le précise avec l'envoi du fichier et les personnes qui relisent me donnent leur avis. Si c'est un passage vraiment important, l'éditeur français va poser la question à l'éditeur japonais. Certaines adaptations, certains choix de traduction ne plaisent pas à tout le monde, mais sachez qu'il y a toujours une bonne raison derrière. Notre but c'est jamais que ça devienne notre manga. Comment traduit-on des mots inventés dans les mangas? J'adapte avec des mots français qui ont le même sens que ceux en japonais. Je regarde l'origine des kanji, l'origine des mots, d'où ça peut venir, s'il y a des synonymes, un peu comme la traduction des noms de Pokémon. Comment fais-tu pour éviter les notes de trad? Ça dépend des demandes de l'éditeur, certains veulent garder le mot japonais, d'autres veulent absolument adapter en français. Perso, si c'est un mot japonais qui est inscrit dans le dictionnaire français, je le laisse en japonais, sinon je le remplace par des mots français. Par exemple, je laisse ramen, mais kotatsu, je vais le changer en table chauffante. J'essaie aussi de caser des explications dans la bulle pour permettre de comprendre le contexte. Par exemple, au lieu de laisser udon, j'écris nouille udon. Si c'est Tanabata, je vais mettre la fête des étoiles Tanabata. Est-ce que tu as des directives du mangaka? Du mangaka directement, ça ne m'est jamais arrivé. En général, elles viennent de l'éditeur japonais. Par exemple, veillez à écrire le nom de ce personnage de telle manière, ou le titre français doit absolument être ceci. Le mangaka n'a pas le temps de faire ce genre de choses. C'est un petit truc perso, mais moi j'essaie de respecter les directives implicites.
qui sont évoquées dans les postfaces notamment des tomes. Par exemple, dans la postface d'un certain manga fantasy, la mangaka précise que même si c'est un manga de fantasy, elle a voulu utiliser un langage simple et moderne pour que la série soit accessible au plus grand nombre. J'ai donc tout fait pour garder ce style dans ma traduction aussi, tout en respectant la personnalité des personnages. Il y a un autre manga où dans la postface, la mangaka dit que elle est très contente que son responsable éditorial ait trouvé un titre japonais qui comporte le mot haru, le printemps, parce qu'elle adore cette saison. Donc quand j'ai fait des propositions de titres à l'éditeur, j'ai tout fait pour inclure le mot printemps dans le titre français également. As-tu des contacts avec les mangaka? Les réseaux sociaux facilitent quand même beaucoup les échanges, mais je vais pas aller leur envoyer « Eh frérot, dans le tome 5, t'as écrit ça, comment je suis censé le comprendre ?» Déjà, il y a beaucoup de mangaka qui n'ont absolument aucune idée que leur manga va être publié en France, donc il y a très peu de contacts directs avec les traducteurs. Si tu traduis un manga, est-ce que tu traduiras forcément l'animé? Alors non, ça se fait de plus en plus, mais c'est plutôt compliqué. Et puis il y a pas mal de traducteurs qui refusent de traduire des animés à cause des conditions de travail. Quand on te propose une traduction, est-ce que tu es sûr de traduire toute la série? Les contrats sont souvent par tome et pas par série, mais honnêtement, à moins d'avoir des raisons personnelles ou de cesser une collaboration avec un éditeur, c'est très rare qu'une série soit donnée à un autre traducteur si on l'a commencé. Est-ce que tu t'occupes de toutes les séries du même mangaka? Non, mais j'aimerais bien. Si j'ai traduit un mangaka et que malheureusement ces séries sont publiées chez plusieurs éditeurs avec qui je ne collabore pas, ils vont pas venir me contacter pour traduire cette série, à moins d'être un ou une traductrice très populaire. En France, il y a un peu cette tradition de faire traduire tous les romans d'un même écrivain par la même personne, et franchement, j'aimerais bien que ce soit le cas pour les mangas aussi. Ce serait bien que le traducteur devienne la voix de ce mangaka en France. Qu'est-ce qui est le plus chiant dans les traductions de manga? Les scènes de flashback. Les séries où il y a 1 milliard de flashbacks qui datent de 5 ou 6 tomes avant. Sinon, ça c'est plus une différence linguistique, mais en japonais, il y a beaucoup de répétitions. Par exemple, en japonais, le dialogue type, ça va être Soieba, kyou wa tegami okutta yo. Tegami? Yubin-kyoku ni henna hito ga ite sa. Henna hito? En français, on va être obligé de changer par quelque chose comme Au fait, j'ai envoyé la lettre aujourd'hui. Quelle lettre? Il y avait quelqu'un de bizarre à la poste. Ah ouais? Aussi, la langue japonaise est un petit peu plus conceptuelle, donc parfois, pour exprimer une idée, ils sont pas obligés de finir leur phrase. En français, on est obligé d'avoir sujet, verbe, complément, sinon on comprend rien à la phrase. Il y a plein de fois où des phrases de personnages se terminent pas, ou alors de manière hyper floue, et moi je suis là, mais qu'est-ce que tu veux dire? À l'aide! Par exemple, phrase typique, un personnage masculin, en plein milieu d'une scène, qui dit Ore wa nanimo. Nanimo quoi? Nanimo dekinai? Nanimo omowanai? Nanimo shitakunai? Bien sûr, dans la majorité des cas, on peut deviner grâce au contexte, mais il y a certaines phrases où c'est impossible et c'est très compliqué. Et dernière chose, je dirais que c'est les noms propres, encore une fois. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais quand je n'ai absolument aucun indice sur la manière dont les mangaka veulent orthographier en lettres latines le nom de leur personnage à connotation étrangère, je suis obligée d'aller fouiller les réseaux sociaux de ces mangaka, ou alors de regarder les produits dérivés pour voir s'il n'y a pas une orthographe officielle. Il n'y a rien qui me prouve que l'orthographe que j'ai choisie pour le prénom d'un personnage correspond à l'orthographe qu'avait imaginé le mangaka. C'est une chose que j'aimerais bien que les éditeurs japonais nous transmettent, ou alors qu'il y ait plus de mangaka qui rajoutent des noms en lettres latines dans leur manga. Quelles sont les choses que tu détestes dans ton métier et au contraire les choses que tu apprécies? En dehors de la façon dont les traducteurs freelance sont traités et très peu payés par certains clients, je dirais que je suis un peu frustrée parce que j'ai rarement de sentiment d'accomplissement. Parfois, il s'écoule 1 an ou 2 ans après la traduction avant que le tome ne soit publié. Parfois, certaines de mes traductions ne sont jamais publiées et disparaissent parce que la série est finalement abandonnée ou alors l'éditeur fait faillite avant. En fait, je vois pas le fruit de mon travail sur le moment et j'avoue que c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Autre chose que je trouve un peu dommage, pas forcément pour moi, mais globalement dans la profession, c'est que beaucoup de lecteurs oublient qu'on n'est pas tout seul à travailler sur un tome. Donc j'espère que vous l'avez retenu, vu que je l'ai répété plein de fois dans ces 2 vidéos. Les gens ne font pas forcément attention à ce qu'ils disent et sont très véhéments sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre que c'est agaçant quand on lit une série et qu'il y a des coquilles, des erreurs, etc. mais je vous assure que tout n'est pas du ressort du traducteur. Si vous trouvez ce genre de détails, n'hésitez surtout pas à en parler à l'éditeur, mais n'envoyez pas de messages privés ou ne mentionnez pas les traducteurs. Dans les points positifs, je dirais d'abord que chaque série m'ouvre à une nouvelle vision du monde. Chaque histoire est différente, chaque mangaka a sa propre manière d'exprimer les choses et j'avoue que ça m'apprend beaucoup. J'aime aussi beaucoup toutes les recherches que je peux effectuer pour certains mangas. J'ai appris des choses sur les religions, l'économie, le droit,
l'histoire, la zoologie, la paléontologie, la politique, les aires historiques, la démonologie. C'est stimulant d'améliorer ma culture générale et mon niveau de japonais à travers ces thèmes. Et bien sûr, ce serait mentir que de prétendre ne pas être heureuse quand je vois des lecteurs ou même les mangaka complimenter la traduction française. C'est pour ça que si jamais vous avez été satisfait d'une adaptation, d'une traduction, de la fabrication d'un tome, je vous invite vivement à en parler à l'éditeur parce que tous les prestataires qui ont travaillé sur ce tome vont peut-être être rappelés pour d'autres séries. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt sur Tokimeki. Bye bye. Je vais aller faire une sieste là, je vous le dis.